Mesdames, Messieurs, merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Rentrée académique à l'université d'Abomey-Calavi, enseignants, étudiants et personnel administratif du campus reprennent ici leurs activités universitaires. Eh bien, les recettes de la douane béninoise sont en baisse de 1,5 milliard pour ce qui concerne le port autonome de Cotonou. Ces recettes sont passées à 400 millions de francs CFA dans ce journal. Les raisons de cette chute. Et puis, les Marocains étaient aux unes ce vendredi. Près de 16 millions d'électeurs sont appelés à renouveler le Parlement. 395 sièges sont à pourvoir. Bienvenue à toutes et à tous. L'UAC, l'Université d'Abomey-Calavi, a effectué ce vendredi sa rentrée académique. Elle regroupe enseignants, étudiants et personnel administratif de cet établissement d'enseignement supérieur béninois. La rentrée a eu lieu conformément à une tradition universitaire et instaurée depuis quelques années par le recteur Brice Sincé. Reportage. La rentrée académique 2016-2017 à l'Université d'Abomey-Calavi UAC est effective. Ce vendredi 7 octobre 2016, en présence de ses pairs, le recteur du premier campus béninois a officiellement lancé la dite rentrée. Brice Sincé a saisi l'occasion pour annoncer les couleurs de la nouvelle rentrée. À l'interne, pour cette année sera l'année des réformes. La première, c'est déjà ce que le gouvernement a fait et qui impacte l'UAC. À l'interne, la flash ne sera plus la grande flash. C'est une décision discutée déjà depuis fort longtemps avec les collègues de la flash. La flash va s'éclater en institut de plus en plus spécialisés. Toutes les réformes ne font déjà pas l'unanimité. C'est le cas de celle relative à l'interdiction des activités des associations des étudiants. Mettons en garde toute tentative de musellement de la liberté sur le campus et tout acte visant à froisser les franchises universitaires. Il s'agit d'un système que nous sommes prêts à combattre avec toutes nos sueurs et nos sangs pour le bien de toute notre société. Nous recommandons au gouvernement d'accélérer les procédures pour prendre très tôt et très vite les arrêtés d'application de ces décrets de concert avec tous les acteurs de la vie universitaire. Le professeur Fulbert Amoussou-Gagiro, animateur de la conférence inaugurale qui a pour thème « Enseignement supérieur entre réformes et défis », n'a pas manqué de se prononcer sur la question des réformes. Dans toute réforme, il y a toujours des gagnants et des perdants. Et ce qui est important, c'est de relever les défis qui sont liés à ces deux extrêmes. Monsieur le recteur, chers collègues, les universités béninoises jouent-elles leur rôle dans le processus de développement du pays? Sont-elles prêtes à satisfaire les besoins de formation et de recherche qu'exige la transformation de l'économie? C'est avec amertume que Brice Sincé a rappelé les différents blocages de l'année académique écoulée en espérant que la nouvelle soit paisible. Nous ne pouvons pas démarrer cette année sans nous rappeler les grands blocages de notre volonté à transmettre réellement nos connaissances, à former des compétences, à savoir les perturbations qui deviennent cycliques, qui deviennent des gènes avant tout pour les apprenants eux-mêmes. Il est temps que l'université devienne le lieu où très calmement vous faites travailler votre intellect, où très calmement vous avez envie d'échanger, je dirais presque, en bon copain avec vos enseignants. Parlant des étudiants, bien entendu, je crois que nous ne pouvons que souhaiter une nouvelle année apaisée. La cérémonie de lancement de la rentrée académique à l'Université d'Abomey-Calavi s'est achevée par la remise de parchemin au deuxième contingent des volontaires de l'UAC et leur démobilisation. Restons sur le campus d'Abomey-Calavi. Vous le savez, les fédérations, unions ou associations fêtières d'étudiants
sur les campus des 4 universités nationales sont interdites d'activité. Décision prise par le Conseil des ministres du 5 octobre dernier. Une décision qui suscite déjà beaucoup de polémiques. Et dans les rangs des étudiants et des enseignants, les avis sont partagés sur la question. Suivez ici les réactions du secrétaire général du syndicat de l'enseignement supérieur, Vincent Roudé-Dako, et quelques étudiants. C'est vu effectivement le désordre qui s'installe sur le campus que les autorités ont pris cette décision. Et nous on a dit, comme vient de dire tout à l'heure mon collègue, dans ce qu'on a présenté, c'est qu'effectivement il faut qu'on mette de l'ordre sur l'université. Mais c'est qu'on ne sert pas de cet alibi pour nous couper la liberté sur le campus. On est d'accord pour qu'il y ait de l'ordre. Et dans la déclaration de notre syndicat par rapport à la situation sur le campus, on a déjà signifié. Et que c'est en cela que nous appuyons la position des autorités électorales pour maintenir l'ordre sur le campus. Mais que l'actuel dirigeant ne se servent pas de ces alibis pour nous arracher la liberté chèrement acquise à la suite de nos fronts. Les arrêtés qui vont permettre de mettre en application ces décrets dont il parle, dont on ne comprend le contenu, il faut que les acteurs de l'université soient impliqués de manière à situer la part des choses et ne pas servir comme et instaurer la dictature au temps de la PRV. Nous voyons que les institutions ne fonctionnent plus pour l'épanouissement des étudiants, mais pour le regret. C'est-à-dire nous allons de plus en plus en arrière à cause de nos manières, de nos comportements de fonctionner. Donc je prends parti quelque part que la décision elle est bonne. Mais plus loin, dans la profondeur, cette décision aura beaucoup de conséquences sur les étudiants. Parce que désormais, tout viendra du haut. Personne ne pourra se mettre devant l'autorité pour lui dire non, ce que tu fais n'est pas bon. Cela deviendra comme la dictature, c'est-à-dire tout ce que l'autorité dira sera appliqué, exécuté sans aucune réplique. Donc, je peux dire là aussi que la décision n'est pas du tout bonne et ne nous arrange en rien. Jusqu'à présent, je ne comprends pas les inquiétudes des uns et des autres. Pour moi, si j'ai une bonne conscience du libellé de la décision, cela disait simplement une suspension des activités des institutions fêtières des étudiants ou des unions d'entités. Il s'agit d'une disposition afin d'arrêter ou de suspendre les dégâts causés par les différents problèmes de l'année passée, afin de repartir sur de nouvelles bases. À mon avis, chacun de nous doit attendre, voir maintenant la nouvelle décision, c'est-à-dire le décret qui sera pris avant de pouvoir se jeter à dire talon veut restreindre la liberté des uns et des autres. Pour le moment, il s'agit des suspicions de chacun et de tous. Il faudra alors que chacun prenne d'abord le temps d'analyser le décret qui sera pris et de pouvoir bien réagir. Toujours à propos de cette interdiction, je vous invite à suivre à présent les réactions des secrétaires généraux des centrales syndicales du Bénin. Autant nous n'avons pas apprécié certains comportements de ces étudiants qui n'ont pas su gérer n'est-ce pas, le mouvement parce que il y a quelques dérives à leur niveau. On n'a pas pu... L'objectif, la revendication était pertinente, certes, mais il y a eu une très mauvaise gestion de ces. Maintenant, ce n'est pas pour cela, on ne peut pas prétexter de cela pour interdire. Il est interdit d'interdire. Parce que quand vous interdisez, ça suscite l'envie de braver cette interdiction et on ne sait pas ce que ça va engendrer. Parce qu'on peut se retrouver dans une radicalisation et la situation peut, n'est-ce pas, pourrir. Parce que, ces jeunes étudiants pourraient se retrouver dans une situation de gens qui n'ont plus rien à perdre. Et ça, c'est pas bien pour notre pays. On peut se tromper, on est des êtres humains. L'erreur est humaine. Ce qui est plus grave, c'est de persévérer dans l'erreur. Je pense que là, ils se sont vraiment trompés et ils peuvent corriger le tir. Nous sommes dans un état de droit. Et on ne peut pas se lever sur un coup de tête ou sur un saut d'humeur, prendre une décision de cette nature qui compromet gravement les libertés d'expression, qui
nous sommes attachés à cela. Et c'est ça qui a fait que, pendant qu'il était, lui, en exil forcé, nous nous sommes mis ensemble, étudiants, syndicalistes, société civile, qui aujourd'hui se sont transformés en politiciens et l'aident à charcuter notre démocratie. Le terrain sur lequel ils sont en train d'aller là, je crois qu'ils sont en train d'aller très loin et ils sont en train de dépasser même la ligne rouge. Je crois que le président Talon a été très mal inspiré en prenant cette décision. Si on discute en tant qu'intellectuel, en tant que démocrate, on doit pouvoir dire, mesdames et messieurs, que empêcher des organisations, et surtout leurs structures fêtières, d'organiser des activités, c'est supprimer l'organisation, c'est dissoudre l'organisation. Parce que une organisation est née pour mener des activités. Et voilà que vous interdisez ces activités-là. L'analyse, le décryptage, on tourne et on retourne, on voit tout simplement que c'est les premiers pas dans le fascisme. C'est pas bon. On ne peut pas comprendre qu'un certain Diopé nous soit là, qui connaît très bien les conventions internationales, que nous avons ratifiées, la convention 87. Azanaï ne peut pas être là. Nous, on a été à son secours, dans sa maison. On a marché ensemble avec Serwito Lazare. Tous ceux-là, comme ils sont là, je me dis que ils peuvent commettre des erreurs, mais cette erreur-là, ils n'ont pas le droit de la commettre. Et il faut qu'ils reviennent rapidement sur leurs pas. C'est ça que je dis solennellement sur vos antennes. Et je vis ça du fond de mon cœur. Au registre économie, les recettes de la douane connaissent une baisse. Pour le seul cas du port autonome de Cotonou, les recettes sont passées de 1,5 milliard à 400 millions de francs CFA, chiffre de la Direction générale de la douane, et c'est une baisse de 26,66%. Pourquoi cette chute? Quelles mesures pour résorber le problème? Élément de réponse dans ce reportage de Fréjus Sermon et Denis Marouya. La douane béninoise, sur le plan fiscal, contribue pour près de 50% à la mobilisation des ressources budgétaires nécessaires à la réalisation de la politique du gouvernement. Mais depuis quelque temps, ces recettes subissent une baisse drastique, en témoignent les chiffres de la recette des douanes de Cotonou-Port. La journée, c'est 1 milliard et quelques. Mais aujourd'hui, nous faisons 400 millions. Pour le colonel Pierre Clavet-Tossou, directeur général de la douane, les causes de cette baisse ne sont pas exclusivement douanières. Il distingue ici deux grandes causes. Au nombre des causes exogènes, il y a le Nigeria qui a ouvert un certain nombre de ses ports et commence par accepter les produits qui anciennement étaient interdits d'importation et qui étaient dédouanés par nous et qui rentraient dans le Nigeria d'une certaine manière. Aujourd'hui, le Nigeria a ouvert ses portes et a libéralisé l'importation de certains produits. Au nombre des causes endogènes, c'est simple. L'invasion des produits étrangers qui sont entrés chez nous par la contrebande. Aujourd'hui, notre territoire, notre marché a été également envahi par les produits de la cimenterie qui coûtent 44 ou 50 000 la tonne contre 68, 69 ou 70, 71 000 la tonne des produits locaux. La société, la Sobebra, nous donnait à l'époque 1 milliard en recettes par mois. Aujourd'hui, elle est à 300 millions. Quant à Mama Taïrou, outre ces aspects, on note également la dévaluation du Naira. Même si les produits n'ont pas augmenté de prix à Cotonou, du fait que le Naira a baissé au Nigeria, naturellement, il faut plus de Naira pour acheter la même chose au même coût à Cotonou. J'allais dire au Bénin en général. Alors, comme les revenus n'ont pas aussi suivi en augmentation au niveau du Nigeria, naturellement, il y a mes ventes. Les Béninois ne peuvent pas vendre. Donc aujourd'hui, nous pouvons vous dire, nos clients ont toutes leurs marchandises sous les bras. Les magasins sont totalement remplis. Les marchandises ne sortent pas. Ou quand elles sortent même, on sent qu'elles sortent à perte. Pour résorber cette baisse, certaines mesures sont déjà en cours, mais il faudra aussi un changement de comportement. Il faut aussi qu'aujourd'hui,
nous prenions dans un bref délai des tests pour la mise en application de notre nouveau code. Nous y sommes déjà. Eh bien, nous avons pu identifier également la création ou la transformation de certains postes de douane en recettes douanières. Eh bien, bientôt, nous irons à la valeur transactionnelle. Ce sera désormais le juste prix qui sera payé et qui sera uniformisé sur le territoire. Lorsque le Béninois comprendra qu'il faut accompagner les efforts que nous faisons en ne nous détruisant pas. Lorsque le Béninois comprendra qu'il faut arrêter de privilégier la contrebande à un dédouanement normal, nous allons faire des recettes. Si nous pouvons faire quelques efforts de réduction de nos coûts du passage portuaire, c'est-à-dire les frais de port, les frais de manutention, les droits de douane, si nous pouvons faire quelques efforts là-dessus, ce serait tant mieux. Révision de la politique d'exonération fiscale, transformation des parcs de vente de véhicules en magasins et aires de dédouanement, ce sont d'autres chantiers évoqués par le directeur général de la douane. Mais au-delà de tout, le Bénin doit désormais produire pour survivre. L'actualité sur le continent à présent, un site des réfugiés maliens de Taoura, région nigérienne, a été la cible d'une attaque ce jeudi. Il s'agit d'une œuvre des djihadistes. L'attaque a engendré la mort de 22 soldats nigériens. Les assaillants ont emporté des armes et des munitions dans leur fuite. Les Marocains ont pris part ce jour aux élections législatives de leur pays. Ces élections doivent permettre de renouveler leur parlement après celle de 2011. 395 sièges sont à pourvoir. Un film produit par Disney, Queen of Katwe, Reine de Katwe, sorti fin septembre aux États-Unis, raconte l'histoire de Fiona qui s'est découvert un extraordinaire don pour les échecs et qui est devenue championne des échecs. Reportage. Il était une fois en Ouganda une petite fille incroyablement douée pour les échecs. C'est le point de départ de la dernière production Disney, La Reine de Katwe, sortie fin septembre aux États-Unis. Un film produit et réalisé à Katwe, bidonville de la capitale ougandaise, où vit Fiona, dont l'histoire est portée sur grand écran. Mais sa vie n'a pas toujours été un conte de fées. On n'avait pas d'argent. Pendant 2 mois, on a dormi dans la maison sans payer. Maman galérait pour payer le loyer. Les choses n'étaient pas simples. Même avec la maison louée, la vie n'était pas facile. Derrière le succès de Fiona se trouve cet homme, Robert Katandé. Depuis plus de 10 ans, il enseigne les échecs aux enfants des bidonvilles de Katwe. Très vite, il repère la petite Fiona, arrivée par hasard dans son club d'échecs. Grâce à ses conseils et à ses entraînements, la jeune fille va rejoindre l'élite des joueurs du pays, avant de voyager dans le monde entier, de tournoi en tournoi. Ce qui était tellement captivant pour moi, c'était sa détermination à survivre en tant que jeune fille. Parce que c'est rare de trouver des jeunes filles dans les bidonvilles. Elles sont toujours timides du fait de l'environnement, elles sont tellement marginalisées, elles pensent qu'elles sont bonnes à rien. Mais c'est une jeune fille déterminée à survivre pour sa cause. À l'avant-première du film à Kampala, Fiona et son mentor sont réunis sur le tapis rouge. Pour la championne d'échecs, le film a changé sa vie. Il y a tellement de choses que je n'avais jamais connues avant, comme le tapis rouge et le public si nombreux. Et puis, c'était la première fois que je voyais le film. C'était tellement émouvant, je ne pouvais pas y croire. Aujourd'hui étudiante à l'université, la reine de Katwe se prépare à retrouver une vie normale. Mais son incroyable histoire, elle, continue de parcourir le monde. À Ranomafana, c'est dans le sud de Madagascar, les villageois pratiquent encore le tavi. La culture se brûle et détruise des états de forêt, un cercle vicieux pour ces paysans qui vivent quasi exclusivement de l'agriculture de subsistance. Des hectares de forêt disparaissent chaque jour dans ces épais nuages de fumée blanche. À Madagascar, la pratique du tave est encore très répandue. Les paysans brûlent la forêt primaire pour défricher de nouvelles terres fertiles. Et la pauvreté galopante de ces zones reculées du pays n'aide pas à mettre fin à cette pratique ancestrale. Je ne possède pas de terrain dans la vallée, alors je suis obligé de déboiser la forêt pour cultiver. Je n'ai pas le choix, sans ça, je ne peux pas survivre.
Près de la ville de Ranomafan, Jean Réal, son voisin, est l'une des premières victimes de ce déboisement sauvage. Sa rizière est asséchée et il craint de ne pas pouvoir récolter un seul grain cette année. À cause de la déforestation, la source s'est tarie. Dans les années 80, en septembre, on avait encore de l'eau jusqu'à hauteur de hanche. S'il ne pleut pas en septembre, ce riz sera perdu et ce sera la famine. Face au manque de moyens des pouvoirs publics, plusieurs ONG soutenues par l'Agence française de développement se mobilisent pour aider les paysans à lutter contre la déforestation. Une forêt qui est coupée, elle va être fertile le terrain va être fertile pendant 3 ans, mais ensuite il ne le sera plus, donc il va falloir trouver de nouveaux terrains, toujours de nouveaux terrains. C'est la disparition des ressources en eau, puisque la terre est un réservoir d'eau qui ensuite va être restitué pour l'agriculture, pour les usages domestiques, etc. Ce bosquet d'acacia et d'eucalyptus, des arbres à croissance rapide, a ainsi été planté près de Ranomafan pour fournir du bois à ses habitants. D'autant que la forêt est aussi menacée pour les besoins quotidiens, cuisine et construction. Grâce à ce reboisement, on ne va plus se servir dans la forêt pour notre charbon ou pour construire nos maisons. Mais à Madagascar, 9 personnes sur 10 vivent toujours sous le seuil de pauvreté et les alternatives au TAV sont encore bien trop rares. Antonio Guterres, sauf surprise, il devrait être le futur secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Il vient de faire un grand pas vers la succession de Ban Ki-moon. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a entériné son choix. Il ne lui reste plus qu'à obtenir le vote favorable de l'Assemblée générale de l'organisation. Guterres a 67 ans et a dirigé la mission de l'ONU pour les réfugiés durant 10 ans. 4 ans de négociations ont été nécessaires pour obtenir un accord de paix entre le gouvernement colombien et les FARC. Le document n'avait plus besoin que d'un avis favorable des Colombiens pour entrer en vigueur, mais ils l'ont rejeté lors d'un référendum, un résultat qui surprend, mais cela ne devrait pas être le cas tant les Colombiens sont divisés sur la question. Jimmy croyait que son pays tournerait la page de la guerre pour toujours. Lui qui a été victime d'une mine et a perdu sa jambe gauche espérait un oui définitif à la paix. Dans ce village niché dans les montagnes du sud-ouest de la Colombie, le conflit armé de 52 ans a marqué les corps, les esprits et le paysage. Alors ici, presque tout le monde s'est prononcé en faveur de l'accord de paix. Je fais partie de ceux qui ont voté oui parce que j'en ai assez de la guerre, j'en ai assez des morts, j'en ai assez des déplacés. Je veux que les gens reviennent sur leurs terres, parce que maintenant, les terres sont abandonnées. Pourquoi? À cause de la guerre. Pendant 4 ans, des négociations ont eu lieu à La Havane entre le gouvernement et les forces armées révolutionnaires de Colombie. Avec une ligne directrice, les victimes du conflit seraient au cœur du traité. Fin août dernier, un cessez-le-feu est décrété et l'accord conclu quelques semaines plus tard. Il ne manque alors plus que l'aval du peuple, mais au référendum sur la paix, les Colombiens ont répondu non à une petite majorité. On pense tous que ces traités qui ont été faits là-bas auraient dû être bien discutés avec le peuple colombien, parce que ça n'aurait pas dû être fait en accéléré comme ils l'ont fait à La Havane. La logique est de voter non. Moi, j'ai voté non parce que ce serait très difficile que la Colombie soit dirigée par la guérilla. L'amnistie de certains crimes et la participation des FARC à la vie politique prévue dans l'accord seraient les principales causes de ce rejet. Les experts parlent unanimement d'une Colombie très polarisée et d'un avenir plein d'incertitudes pour le pays. Un retour à la guerre serait peu probable, l'hypothèse d'un pacte national avec quelques changements semble privilégiée. Le président Juan Manuel Santos, qui avait fait de la signature de la paix son principal objectif, a d'ailleurs déjà annoncé une nouvelle phase de dialogue avec la guérilla. Les FARC en sortent très renforcés et à présent la décision de si la guerre continue ou non, de négocier ou pas, de ce qui se négocie, quand et avec qui est entre les mains des FARC. Le résultat du référendum a beaucoup surpris la communauté internationale et terriblement déçu ceux qui ont vécu la violence de près. Au fil des décennies, ce conflit a fait 260 000 morts, 45 000 disparus et près de 7 millions de déplacés. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.